Alors on va poursuivre sur les raisons qui justifient d'évaluer les normes juridiques ainsi que sur les outils de cette évaluation, avec d'abord une intervention d'Evelyne Serverin, que l'on ne présente plus. Je vais quand même la présenter, mais voilà. Voilà, Evelyne Serverin, qui est directrice de recherche émérite au CNRS, qui est une grande dame de la sociologie du droit et de la justice, et qu'on accueille toujours avec un très grand plaisir à Nancy. Elle va évoquer avec nous les finalités et les outils de l'évaluation des normes. Alors, je prête la parole. Oui, voilà, c'est ça. Je la donne pas parce que sinon elle ne me la rendra pas. Donc je lui prête la parole et donc je m'autorise à la reprendre à un moment donné. C'est une discussion d'après-boire. Et il faut que je fasse tenir ça en... Je vais lui dire 25 minutes comme ça. 25 minutes, voilà, c'est ça. Mais bon, enfin, ça permet de suivre le propos. Alors évidemment, je redis pas le plaisir à être là pour un tas de raisons historiques et puis surtout parce que la tradition de travaux de recherche sur les décisions, c'est beaucoup pratiqué, voilà, mais c'était la première fois que ça se faisait là. Et effectivement, il y avait une équipe dynamique. Enfin, c'était un vrai bonheur d'être là. Voilà. Alors, mon propos est, si vous voyez le plan en 3 parties, mais ça va aller très vite, hein, j'essaie de reconstituer autour d'un exemple, parce que c'est difficile de parler en général. C'est mieux de montrer les questions, par exemple, de définition d'objectifs à partir d'un texte. Donc, je prends l'exemple de l'encadrement d'une admission de licenciement sans cause réelle. C'est mon fil rouge. Et je vais voir la question en 3 moments. La question des études d'impact, qui permet d'identifier ce qu'on donnait comme objectif. Et je vais faire de l'histoire, parce que c'est intéressant, même si je n'ai pas le temps de tout finir, mais ça, je pense que c'est important de l'avoir. Les études ex post, qu'est-ce qu'on mesure? Et puis, quelque chose qui est tout à fait original, la présence de Madame Beria ici, et de notre jeune collègue aussi en atteste, c'est qu'en réalité, les études empiriques sont utilisées aussi, peuvent être utilisées, pour juger de la validité des normes. C'est-à-dire que ça resserre l'écart, hein, la rupture qu'on fait habituellement entre ce qui relève du travail du juriste et du travail de l'observateur empiriste, qu'il soit sociologue, économiste ou autre. Alors, le premier point. Mesurer l'effet des lois, c'est pas du tout une préoccupation nouvelle. Ce qui est intéressant, c'est que chez les juristes, c'est plutôt la notion d'effectivité qui les intéresse. L'effectivité, c'est l'aptitude d'un texte à rentrer en application, en vigueur, par exemple par l'adoption des actes réglementaires. Et il y a d'ailleurs des indicateurs de suivi de l'activité normative établie par le secrétariat général du gouvernement. Voilà, c'est est-ce que la loi est en état d'être appliquée. Donc là, il y a une mesure, on peut le suivre, hein, il manque tel ou tel document. Mais il existe d'autres démarches de mesure des effets du droit qui impliquent donc le recours à des données empiriques. Donc, premier point, l'anticipation avec les études d'impact, l'efficacité, où on met en relation les effets attendus et les effets observés, et puis la validité, c'est le 3e point que je vais évoquer, je vais le prendre dans cet ordre-là. Alors, je ne vais pas faire la liste de tous les travaux qui accompagnent la réforme des textes. Alors, il y a des études préalables, des études d'impact, il y a les avis du Conseil d'État, les exposés des motifs, les fiches d'impact des ordonnances, il y en a quand même ça, les décrets arrêtés, etc. Il y a aussi des rapports qui sont prévus au moment du vote de la loi, et puis les rapports qui résultent d'informations spéciales. Vous avez peut-être remarqué d'ailleurs, vu le débat des retraites, qu'on parle beaucoup des travaux du corps qui sont mobilisés en permanence pour justifier. Et puis, depuis la révision constitutionnelle de 2008, les études d'impact occupent une place centrale dans le dispositif d'information pour la présentation des projets de loi. Y échappent d'ailleurs les propositions de loi au passage, et puis aussi les amendements qui, la plupart du temps, arrivent, mais il n'y a pas d'études d'impact. Alors, c'est fait au doigt mouillé. Donc là, cette obligation-là a en quelque sorte institutionnalisé, depuis 2009, le fait que les travaux devaient être précédé de ce genre d'études. Alors,
allons voir ce qui s'est passé autour, de manière générale, de l'encadrement. C'est là que je dis qu'il faut faire un peu d'histoire sur le préalable, parce que la réforme issue de l'ordonnance s'inscrit dans une série de mesures qui visaient déjà à introduire des référentiels ou un encadrement pour les indemnités. Mais les objectifs n'ont pas été les mêmes. Et on peut identifier 3 types de référentiels avec des objectifs différents. Le premier, qu'on a peut-être un peu oublié, c'est que le référentiel facultatif était surtout destiné à accélérer le traitement judiciaire des affaires. Sa finalité, c'était d'améliorer le fonctionnement de la justice prud'homale. Et puis ensuite, il y a eu un projet de référentiel obligatoire, donc on les destinés, vous les connaissez, en 2015, et pour arriver avec le référentiel obligatoire. Alors, le deuxième référentiel obligatoire de 2015, je vais y revenir, visait à réduire la dispersion des indemnisations, donc on était sur un autre objet, et le référentiel obligatoire, le dernier, là, c'est la sécurisation des ruptures, et là, vous allez voir, il y a de la littérature. Alors, donc, je crois qu'il ne faut pas oublier que cette question de prévoir des référentiels pour évaluer les indemnités, finalement, on le trouve avec la loi de 2013 sur les indemnités forfaitaires devant le bureau de conciliation. Alors, ce sont des forfaits, ce ne sont pas des référentiels. Et puis, si les parties veulent bien, si elles veulent se concilier, à ce moment-là, devant le bureau de conciliation, et là, il y a un forfait, c'est une ancienneté, un montant, un mois, et il s'est maintenu, il a été réévalué par le décret de 23 novembre 2016, qui n'est pas d'ailleurs sans créer des conflits comme il a été réévalué à la hausse. Voilà, la question, c'est qu'il peut concurrencer d'autres modes de règlement. Notamment, si on veut l'éviter, si on veut transiger et pas passer par le PV, on passe par un autre acte juridique. Voilà. Donc, mais cette loi de 2013 a commencé déjà à créer ce barème. De manière très très générale, il existe des barèmes partout, des référentiels partout, dans différents secteurs. Là, je me fixe vraiment là-dessus. Donc, ça existe depuis 2013. Et il y avait le rapport Lacabaras 2014 qui proposait d'ajouter un barème indicatif, alors qui était associé à la mise en place d'un circuit court. Et c'est ça qui est intéressant, parce que tous ces effets, c'est accéléré. Le premier, c'était vraiment permettre de faire que le bureau de conciliation puisse acter des fins de procédure, puisqu'on sait des choses qu'on suit, la chancellerie justement, voilà, sur les fins de procédure. Et puis le rapport Lacabaras, c'était tout à fait pertinent comme proposition. Ce circuit court permettait, une fois qu'on avait fixé, parce que devant le bureau de conciliation, on va faire un peu technique, mais on ne sait pas, on n'a pas statué sur le fond, on ne sait pas où on est. On a en gros l'objet du litige et à peine. Là, c'était dans ce cadre-là, proposition de Lacabaras qui n'a pas été suivie. Mais qu'une fois qu'on était d'accord pour statuer sur l'imputabilité de la rupture, à ce moment-là, on proposait Et donc, toujours pareil, accélération, pas du tout, on n'est pas sur les sécurisations, sur tous ces machins-là. Tout ce verbiage est arrivé bien après, en fait. Alors, ce projet n'a pas eu de suite, mais on l'a retrouvé. Alors, avec 2 aspects, dans ce qui était à l'époque le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, je vous fais grâce de savoir qui était derrière cette appellation. Ce projet était absent, en fait, de la version initiale du projet de loi. Du coup, il a échappé aux études d'impact. Et il était introduit par voie d'amendement gouvernemental. Alors je parle là du référentiel indicatif, parce que c'est la loi 2015, c'était compliqué, parce qu'elle avait deux volets. Mais c'est ce volet-là qui m'intéresse. Le référentiel indicatif était déconnecté du circuit court. Mais il n'était pas vraiment... Enfin, on restait quand même dans la logique d'accélération des procédures, d'amélioration du traitement des affaires. Et la loi, donc, a ajouté, la loi du 6 août 2015, a ajouté plusieurs alinéas à l'article L 1235-1 du Code du travail. Et là, ce mécanisme-là du référentiel, c'était très, très intéressant parce qu'il a été très très peu discuté et il a mis un temps fou. Alors voilà, donc à défaut d'accord, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie, le caractère et la forme sa conviction au vu des éléments, etc. Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie. D'ailleurs, c'était un aspect qui était intéressant juridiquement parce que ça introduisait l'idée qu'on devait justifier
qu'on devait motiver les indemnités qui étaient versées. Et ça pose une question qui est très intéressante sur la question des chefs de préjudice. Et les choses étaient vagues. Et là, le juge peut prendre en compte un référentiel indicatif établi après avis de etc. Il fallait des décrets d'application. Là, je vais revenir à la loi de 2015, mais là, sur cet aspect-là, il a mis du temps à être créé. Les décrets ont mis du temps à être en place. C'était un décret de 23 novembre 2016, et puis ensuite l'ordonnance de 22 septembre 2017, l'ordonnance 2017-1387 dont on parle, a supprimé la référence au barème indicatif, effectivement, et l'article était abrogé par un décret du 15 décembre 2017. Donc autant dire que le référentiel indicatif a fait long feu, mais il était vertueux celui-là, je trouve. Il y avait quelque chose qui était, voilà, une aide à la décision. Et ça, c'est des choses qui peuvent être utiles à l'occasion. Alors, ça, c'était le coup. Mais revenons à notre loi. Là, on change d'objectif. Le projet d'encadrement obligatoire, cette fois pour réduire la dispersion des indemnités. Donc, on a changé de perspective. Et cette idée de plafonner le montant de l'indemnité perçue en cas de licenciement jugé sans cause réelle sérieuse, cette idée n'est pas venue du gouvernement. Assez curieusement, elle était venue d'un amendement de l'opposition qui avait été déposé dans le Sénat et qui avait été défendu avec succès. Et ce qui est curieux, c'est que Macron, à l'époque, n'était pas favorable au début. Il disait, faute de garantie juridique suffisante, il vaut mieux consolider l'approche par le référentiel, dont je viens de parler, plutôt que de nous aventurer dans une logique de plafonnement. Si ça vous intéresse, c'est une séance au Sénat du 7 mai 2015. Pourtant, quelques semaines plus tard, hop, ça revient. Et cette fois, Emmanuel Macron plaide en faveur de la mesure. Et là, les termes, c'est pourquoi équité, lisibilité, et il se réfère à une étude qui avait été opportunément demandée à la chancellerie, réalisée par le pôle études de la chancellerie, sur les arrêts d'appel. Que je connais bien, parce que je connais bien la jeune femme qui en a été chargée. C'était sur Jurica, d'ailleurs, déjà, et qui a fait une voiture balai. Et là, je reprends l'argument du gouvernement, c'est extraordinaire. Plusieurs études réalisées par la chancellerie établissent que ces dommages d'intérêt présentaient une très forte volatilité. C'est pas du tout ce que disait l'étude, d'ailleurs. Si ceux qui sont intéressés, je pourrais la communiquer, mais enfin bon. Selon les lieux et les situations, on est dans les cours d'appel, quand même. Sans que ces variations paraissent suffisamment justifiées par des circonstances individuelles, le gouvernement a souhaité, pour corriger cette dispersion excessive, sans retirer de droits au salaire, instaurer des montants planchers et des montants plafonds. La dispersion, et là c'est intéressant, contribue au manque de lisibilité de notre système, aussi bien pour les salariés les plus fragiles déjà, que pour les employeurs, en particulier les plus modestes. Vous aurez remarqué que la fragilité et la modestie sont quand même des vertus. Voilà. Alors, bon, je ne vais pas plus loin sur le débat, mais donc on voit bien que l'objectif n'est plus une aide à la décision, mais vraiment d'introduire, de s'intéresser à un rapport d'équité. Alors d'équité, c'est dit comme ça d'ailleurs, mais c'est très étrange. Et là, il y a eu des réactions contre ce référentiel. Bref, il était adopté et le Conseil constitutionnel, qui intervient par la suite, saisit d'un recours contre cet article sur ce point-là, parce que le référentiel qui avait été prévu, obligatoire, enfin, intégrait comme critère la taille de l'entreprise. Et tout le monde sait que donc le Conseil constitutionnel a dit là, voilà, que ça n'avait pas de lien avec le schmilblick, je vous la fais en français courant, et que donc cet argument, voilà. Mais si on lit bien cette décision du Conseil constitutionnel d'août 2015, il dit qu'il valide quelque chose qui va revenir par la suite. Il dit, il justifie la démarche du législateur. Et il dit, pour la sécurité juridique et sa conséquence, en prévoyant que les montants minimal et maximal de l'indemnité accordée par le juge d'un en fonction croissante de l'effectif de l'entreprise, le législateur a entendu, en aménageant les conditions dans lesquelles la responsabilité de l'employeur peut être engagée, assurer une plus grande sécurité juridique et favoriser l'emploi en levant les freins à l'embauche. C'est pas beau, ça. Et ça, c'était pas du tout. Vous voyez, quand on suit la chaîne, on voit bien comment ça a évolué. Qu'il a ainsi poursuivi un but d'intérêt général. Donc, le Conseil constitutionnel a retoqué quand même l'affaire à cause de l'histoire du critère de l'ancienneté, de la taille, pardon, des effectifs de l'entreprise. Donc, cette disposition a été écartée. Et cette fois,
on est revenu, parce qu'il y avait un encouragement dans la décision du Conseil constitutionnel. C'est ça qui était... et ça a bien été entendu. On arrive au troisième type d'objectif, l'encadrement obligatoire pour sécuriser les ruptures. Et là, cette fois, on déplace le regard du côté de l'employeur. Du risque contentieux que lui fait courir le licenciement. Donc, cette histoire de lier la crainte du licenciement, la crainte du procès en cas de licenciement, on l'avait déjà retrouvé, rappelez-vous, 2005, contrat nouvelles embauches. C'était ça le motif. Hein, en vue de, et je vous redis ce qu'on disait à l'époque, on avait beaucoup travaillé sur le contrat nouvelles embauches quand j'étais voilà, à Nanterre, entre autres. Et c'était en vue de lever les freins à l'embauche en contrat à durée indéterminée dans les très petites entreprises. Les revoilà. Les freins à l'embauche, l'entreprise, etc. Elle a été réitérée. Bon, là, ensuite, il y a toute l'histoire, le contrat de première embauche, qui s'est mal terminé dans la rue, voilà. Et puis, il y a aussi il était aussi derrière la rupture conventionnelle, mais là, je ne vais pas... Alors, l'ordonnance 2017 1387 du 22 septembre 2007, donc qui a été ratifiée par la loi du 29 mars 2018, s'intitule Prévisibilité et sécurisation des relations de travail. Donc elle a franchi le pas. Là, cette fois, elle introduit un encadrement obligatoire. Elle abroge l'article 5. Enfin, je vous fais grâce des détails techniques. Et effectivement, avec la réserve sur les licenciements nuls, etc. Alors, la finalité de l'encadrement a été énoncée dans l'intitulé du titre de l'ordonnance, qui dit, relatif à la prévisibilité et sécurisation des relations de travail. Et si vous lisez le titre 2, le titre 1 de la loi, où figure l'article 2 qui introduit le tableau des indemnisations, on introduit quelque chose qui n'est pas clairement dit dans prévisibilité et sécurisation, on introduit les termes de rupture. Il s'agit de renforcer la prévisibilité et sécuriser la relation de travail ou les effets de sa rupture pour les employeurs et leurs salariés. Donc en fait, on sécurise la rupture elle-même, c'est-à-dire les conséquences de la rupture. Et là, on l'introduit dans l'intitulé, etc. Et le rapport qui accompagne l'ordonnance, parce que là, à nouveau, il y a de la littérature, décrit la finalité du dispositif, barème de dommages et intérêts impératifs, ce rapport au président de la République sur l'ordonnance du 23 septembre 2017. Et alors là, on a cette phrase extraordinaire. Donc, le barème de dommages et intérêts impératifs donnera sécurité et visibilité sur les contentieux potentiels. Aucun chef d'entreprise, et particulièrement dans les très petites et moyennes entreprises, ne recrute de salariés avec l'intention de les licencier. Mais l'incertitude sur le coût d'une rupture potentielle peut le dissuader d'embaucher en contrat à durée indéterminée. Le barème, par la prévisibilité qu'il donne, permettra de lever cette incertitude et de libérer la création d'emplois dans notre pays, dans les très petites et moyennes entreprises. C'est pas beau, ça. Moi, j'adore ce genre de propos. Ça mérite d'être rappelé. Et vous voyez, la lente dérive des finalités qui sont accordées. Donc, la notion d'équité apparaît à nouveau dans le raisonnement, mais dans un second point, et permettra de garantir une plus grande équité également pour les salariés, le fameux truc de la concentration. Et puis, la question de l'accélération de la procédure prud'homale, elle n'était pas complètement absente, mais ça arrive au troisième point. Ça vise à encourager le recours à la conciliation, etc. etc. Donc voilà, le projet là. Maintenant, on arrive aux études ex post. Alors, il me reste combien de temps 12. Merci. Je vais essayer de... C'est surtout le second, voilà. Non, le troisième est bien aussi. Alors, dans les études, l'évaluation, donc c'est tout l'appareil des politiques publiques. Je vais pouvoir aller plus vite parce que finalement, il y a aussi le Conseil constitutionnel qui s'est prononcé sur toutes ces questions, sur la loi, c'était la loi de 2018, je passe. La question de l'observation, donc la fameuse lettre de la ministre Pénicaud, qui se concentrait sur la sécurisation. Donc là, maintenant, c'est rentré, c'est-à-dire que c'est vraiment le pôle. Alors, pour l'indicateur retenu, c'est celui du resserrement des indemnités. Donc, c'est le premier point. Observer, évaluer l'objectif de sécurisation à partir de l'observation des niveaux d'indemnisation. Et les recherches, donc, ces décisions ont été financées. Et puis, ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on a ajouté dans
ben là, on va pouvoir donner des explications sur France Stratégie, aussi une petite inquiétude sur les effets de l'encadrement sur le licenciement et l'embauche, et puis les effets d'encadrement sur les recours contentieux. Donc dans l'ordre, mais en premier lieu, c'était la question de la sécurisation. Alors il y a l'appel à projet de la DARES, enfin bon, il y a tout ce qui a été financé dans ce sens-là, et sur voilà, la fameuse question de la dispersion des indemnités, et sur les motifs invoqués, en particulier les causes de nullité qui rendent le barème non applicable. Alors, la France Stratégie a rendu un pré-rapport en 2021, consacre une partie de la restitution des résultats sur ces sujets-là. La fameuse équipe d'Almasso et Signoretto, avec la question quelles sont les conséquences sur les matières de l'encadrement, etc. Et il y a une partie dans le rapport de 2021 sur le resserrement du montant des indemnités qui concerne plus particulièrement les salariés des anciennetés assez faibles. Et là, je ne reviendrai pas sur les contenus parce que vous allez en parler, mais ce qu'il faut voir, c'est la cible de ce qui était demandé, ce qu'on a été intéressé par ça. Et c'est là qu'est né, c'est cité d'ailleurs dans le pré-rapport, on voit le rôle, la situation particulière des salariés à faible ancienneté. Et donc, avec une comparaison avant-après, la question de l'application de l'ordonnance, c'est que ça abaisse le coût, puisque pratiquement il n'y a plus de marge, il y a pratiquement plus de marge de manœuvre, et c'est le constat de cette baisse relativement plus forte pour les petites anciennetés que qui était mis en évidence, qui était reprise dans les résultats. Ça dessine en creux, et d'ailleurs il y a une autre étude qui était citée, ce qui a été réalisé sur encore plus de décisions rendues par le Conseil du prud'homme de Paris, qui a montré que le resserrement avait débuté. Enfin bon. Donc là, vous voyez, ce qu'on cherche dans le financement de ces travaux, c'est évaluer ce genre de questions. Vous voyez, c'est devenu le centre. On se met tous à parler de ça, avec un petit problème, on va voir, parce que ça a des effets paradoxaux. Alors, les effets de l'encadrement sur le licenciement et l'embauche. Là, c'est la chaîne causale qui était depuis le début. On avait vu la force de cet argumentaire dans la mise en place du CNE. Dans le cas de l'encadrement, l'argument était plus délicat à manier quand même, parce qu'on ne pouvait quand même pas dire... le CNE, c'était pour faciliter les licenciements, mais pas des licenciements sans cause, puisqu'il n'y avait pas de cause dans le CNE, par définition. Donc, ça n'était pas ça. Là, ça reviendrait à dire que, est-ce que par hasard, on n'aurait pas eu une augmentation des licenciements qu'il n'y avait plus de cause? Alors, bon, il y a une contextualisation dans le rapport qui est faite, très bien. Donc, on vérifie, non, mais... il n'y a pas avec toute une technologie, une batterie d'indicateurs pour vérifier effectivement que quand même, non, on ne peut pas dire que ça a augmenté le nombre de licenciements. Mais l'inquiétude est quand même là, parce qu'on aurait pu se dire, on aurait pu avoir tout d'un coup une remontée des licenciements et avec la taille des entreprises. Bon, bref... On permet de dire que c'est pas le cas, et notamment ils reprennent la partie de la recherche de Camille et Julie là-dessus, qui a traité ce problème-là. Et troisième point. Mais ça c'est marrant parce que ça c'est vraiment une inquiétude. C'était pas. Fallait pas qu'on non plus aller trop fort. Et troisième point, mesurer sur les recours contentieux. Alors là, France Stratégie a utilisé nos travaux qui étaient en cours à ce moment-là, d'ailleurs, puisqu'on avait fait l'étude sur le contentieux prud'homal dans la chaîne judiciaire, donc qui était rendue en 2019, avec les évolutions des litiges. Et la baisse des contentieux, elle n'était pas liée à ça. Et finalement, on ne pouvait pas vraiment la rechercher non plus. Ça a commencé avant, effectivement, une vieille histoire. Et là... ça n'était pas revendiqué. C'était dans un troisième temps, mais c'était quand même un peu précisé. Ça ne tient pas à ça. Et c'est vrai que nous, on avait fait une étude mois par mois, pas du tout dans le cadre de l'évaluation, c'est dans le cadre de l'étude d'observation des contentieux prud'homaux. On n'avait vu aucun effet avec l'entrée en vigueur de l'ordonnance. Donc voilà. Mais cette dimension a été passée. Alors, il y a quelque chose qui n'était pas dans le rapport de France Stratégie, enfin dans la préoccupation, mais qui nous avait intéressé dans l'étude faite avec la direction des affaires civiles, c'est que quand même, à un moment, au début, on avait dit que ça devait faciliter les accords.
et c'est-à-dire par anticipation. Et en fait, curieusement, c'est plutôt le phénomène inverse qu'on a vu, c'est-à-dire que devant les conseils du prud'homme en général, la part des règlements sans intervention du juge n'a pas cessé de diminuer. C'est-à-dire qu'en fait, il y a de plus en plus de jugements. Donc en gros, en bref, qui est plafonnement ou pas plafonnement, barème, conciliation aussi d'ailleurs ou pas, de toute manière, ça n'a pas d'incidence sur l'évolution des contentieux. Donc on n'a pas moins, on continue à pas traiter, mais attention, c'est vrai que nous, dans notre étude, on faisait des observations sur d'autres points qui pouvaient être gênants. C'est qu'effectivement, les salariés sont de plus en plus âgés, on voit la montée en puissance de la section encadrement. En plus, il y a certains conseils où c'est vraiment la section encadrement qui domine. D'autres indicateurs, la baisse de l'aide juridictionnelle, la disparition des délégués des défenseurs syndicaux. Enfin, c'est ça qu'il faut regarder. Il y a un durcissement des litiges. Voilà. Donc ça, c'était pas du tout repris, mais c'est ça qui aurait été intéressant de voir en termes de contentieux. Et on peut dire que tout ce qui était l'encadrement n'a eu aucune incidence là-dessus. En revanche, et là j'arrive à mon troisième point. J'aurai le temps. Hein. Voilà. Là, étudier les décisions. Donc là, c'est pas l'étude des décisions l'usage plutôt d'études des décisions, non pas pour voir si les objectifs ont bien été remplis sur tel ou tel aspect, hein, l'étude des pratiques, mais beaucoup plus dans la perspective normative avec une double dimension. Les juristes là se retrouvent dans cette affaire-là. Ça peut paraître paradoxal, se servir de données empiriques pour procéder à des évaluations juridiques, voire normatives. Alors, c'est quelque chose quand même qui est connu sur deux points, hein, les deux motifs habituellement pris voilà, là-dessus, c'est voir où en sont les juges du fond par rapport à l'application et l'interprétation de la règle de droit. Et puis, deuxième point, analyser, se servir de l'indemnisation, et là je crois qu'on en parlera tout à l'heure, pour juger de la validité des normes au regard de normes supérieures. Alors, lire les décisions et s'intéresser à des décisions pour voir comment les juges appliquent la loi, c'est vraiment un grand classique de la recherche sur les décisions. Je suis amusée historiquement à voir le journal des juges de paix au début du 19e siècle, et où c'était un motif d'avoir un journal, parce que toutes les affaires ne vont pas devant la Cour de cassation, et c'est important de voir comment les premiers juges statuent. Et ça fait le lit des banques de données, etc. On s'intéresse. Donc là, c'est sélection des décisions en fonction de leur intérêt juridique. Et ça, c'est vraiment... Et ça, on le retrouve dans les évaluations. Ah, pardon. On le retrouve dans les évaluations aussi. C'est la question de la participation des premiers juges, de savoir s'ils appliquent, comment ils interprètent. Et je me souviens, parce que c'est une question qui est tellement ancienne, je me souviens quand il y a eu la mise en place du CNE, on avait fait avec Frédéric Guillaumard à Nanterre une étude sur les 18 mois d'activité prud'homale, parce que la direction des affaires civiles était très inquiète de l'invocation de la fameuse convention 158 de l'OIT, qui d'ailleurs donnera les résultats qu'on a vus. Et donc, elle avait collecté des décisions devant les conseils de prud'homme, et puis demander aussi au parquet d'aller venir porter la bonne parole quand on invoquait la Convention 158 pour contrer l'argumentaire. Et ça, on l'a toujours fait, ça. C'est-à-dire, c'est vraiment... donc, on a publié d'ailleurs les résultats de cette étude. Donc, sur le contrôle, notamment, c'est sur le contrôle de conventionnalité que la question s'est posée. Et là, il y a eu plusieurs études qui ont été... la manière dont, d'ailleurs, dont les décisions sont citées n'ont pas de portée statistique. C'est-à-dire que ce qu'on veut, c'est qu'on illustre. Le Conseil de prud'homme de Troyes a dit ça, le Conseil de prud'homme de la Cour d'appel 2 a dit que. Et là, on s'intéresse au contenu de l'argumentaire, avant même l'intervention des avis de la Cour de cassation et a fortiori des arrêts. Mais on s'intéressait, à voyez, la montée des argumentaires sur la conventionnalité de l'encadrement, etc. Donc, cette partie-là, elle continue à fonctionner. D'ailleurs, on continue à en avoir maintenant sous l'angle de la résistance aux arrêts de la Cour de cassation. Donc, on s'intéresse aux cours qui résistent. Et ça, c'est vraiment, il n'y a rien d'original. C'est vraiment. Donc, ça, c'est un certain usage des décisions. Alors, vous voyez qu'on a complètement oublié le coût des objectifs. On n'est plus du tout dans ce monde-là. On est vraiment dans le monde. Quelles règles on applique et comment on applique? Et puis,
Alors donc là, bon, je vais dire ces affaires ont été utilisées, hein, notamment les conseillers Prache et Barincourt l'avaient fait sur la position des juridictions du fond dans le rapport qu'ils avaient fait sur une des décisions de la Cour de cassation. Et ils citaient, donc ils ont fait faire, les rapporteurs ont fait faire une étude sur Jurica. Il y avait l'étude du Jurica faite par toi et Camille, et puis ils ont fait eux-mêmes leur propre étude sur Jurica. Donc ils ont fait une extraction et ils ont travaillé pour identifier les cours qui résistaient, les cours qui faisaient des misères et tout ça. Vous pouvez lire dans le rapport. D'ailleurs, c'est assez intéressant, cette étude. Voilà. Seulement 3 arrêts relèvent que l'application à disposition n'était pas contestée par les parties. Enfin bref, là, on est dans pure technique juridique. Enfin, c'est-à-dire, qu'est-ce que dit le juge du fond et l'argumentaire. Donc là, peu importe, il y a aussi un passage doctrinal très important. Que dit la doctrine? On cite les uns, on cite les autres, on dit il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre, voilà comment les arguments, voilà. Ça, c'est une manière, encore une fois, d'utiliser les décisions qui n'a pas de vocation à décrire les pratiques, mais juste à illustrer en identifiant les affaires qui concernent les sujets qu'on a à traiter. Et là, j'arrive au dernier point, qui est une manière beaucoup plus subtile, à mon sens, d'utiliser les données. Donc, je vais dire, Madame Beria ici nous parlera, et moi qui m'avais surprise et intéressée quand j'avais vu l'avis, c'est la question, alors qui est posée ici dans votre étude sur la question de l'incidence que peut avoir ce resserrement des indemnités pour les basses, les faibles anciennetés, sur l'intérêt à agir au prud'homme, sur la possibilité d'agir au prud'homme, qui pouvait à la fois poser des questions d'accès au tribunal, mais ça a été écarté, c'est-à-dire qu'un véritable obstacle, hein, alors la question s'il est matériel ou pas, enfin voilà. Donc là, effectivement, on retrouve cette inquiétude, et puis surtout, donc en fait, là, l'observation empirique, si on arrive à montrer que c'est sélectivement que ça touche certaines parties de la population, pourquoi pas parler de discrimination indirecte? C'est-à-dire que si on arrive à montrer que il y a un découragement de certains demandeurs à cause de la faiblesse des plafonds, et qu'on montre qu'avec des données, alors là cette fois avec des sondages, enfin avec une validité, avec une valeur statistique représentative de ça. Alors on le retrouve dans le rapport sur l'arrêt donc Mutuelle Pleyel, le rapport Prache et Barincourt, mais il n'en tire aucune conclusion juridique. Il le note. Il note simplement qu'il y a eu salarié à faible ancienneté, etc. Mais l'avocate générale, Madame Beria, ici présente, elle donnait une portée juridique à ces observations, et notamment l'étude d'Almasso Signorito. Et je pense que vous allez en parler vous-même voilà, suffisamment. Mais j'avais été tout à fait intéressée parce que l'idée, c'est que si on peut voir que ça touche plus spécifiquement les salariés à faible ancienneté, ce qui ne veut pas dire qu'ils sont jeunes, hein, parce que l'ancienneté faible, ça ne veut pas dire ce n'est pas un âge. Donc voilà, alors je vous cite. Hein, et il ressort de ces 2 études que l'application du barème aux salariés en ancienneté inférieure ou égale à 5 ans à des chefs de procédure spécifique pourrait s'analyser comme une discrimination indirecte au sens de la directive 2078-CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité. Celle-ci dispose qu'une expression indirecte, enfin là, après on pourra... Et donc, l'abaissement des plafonds ajouté à la faible marge d'appréciation laissée au juge lorsque décède une salariée d'un an ou un prive ce dernier de toute capacité de déterminer un montant d'indemnisation en lien avec le préjudice suivi. Et là, il y avait aussi les travaux de l'Université de Grenoble, etc. Donc, vous voyez comment on peut mobiliser là des données quantitatives pour dire, mais alors on peut le faire en lisant déjà le plafonnement, parce qu'on voyait très bien qu'au faible ancienneté, il n'y avait pratiquement pas de marge de manœuvre. Hein. Mais c'est de se fonder sur une analyse empirique pour dire, on peut démontrer qu'en pratique, oui, ça a un effet dissuasif. Alors, on l'a pas vu sur les recours, c'était pas évident, mais en tout cas, je trouve cette démarche tout à fait intéressante et ça donne un regain d'intérêt à des types de recherche que d'ailleurs seules les équipes pluridisciplinaires peuvent faire, parce qu'il faut à la fois prendre tout à fait au sérieux les questions de procédure, de démarche, qui impliquerait d'ailleurs plutôt de travailler sur les conseils de prud'homme que les cours d'appel en
l'espèce, ça c'est quelque chose qui... On attend l'open data des conseils du prud'homme, mais c'est renvoyé au calendrier grec, hein, si j'ai bien compris. Et donc voilà, mais... Il y avait aussi donc la question de l'adéquation et du caractère dissuasif, hein, l'absence de caractère dissuasif. Ce qui est finalement le coût des 2 ans des 2 ans d'ancienneté n'est pas sans rappeler le CNE hein, et ses fameuses périodes d'essai en gros prolongées. Enfin, en réalité, ça n'était pas laissé compter. Voilà. Je termine simplement. Vous voyez, sur ces 3 points, c'est pour ça que je tenais à ce qui est le plan, c'est qu'on voit bien comment on n'est plus dans l'évaluation d'une politique publique. Quand on est sur le 3e point, on ne se préoccupe pas de savoir si ça correspond à ce qu'on a voulu faire. Hein. On observe ce que ça fait au regard de l'existence de dispositions dont la France est tenue. Hein. Et là, personne ne s'était jamais posé la question de savoir si, eh bien, de faciliter les ruptures pour qu'il y ait création d'emplois dans les petites entreprises pour qu'elles n'aient pas peur d'embaucher parce qu'elles auraient peur de licencier. Cet argument-là est irrelevant. C'est-à-dire qu'il n'a pas sa place dans ce genre de débat. Et la patrouille a quand même rattrape quand même, hein, puisque effectivement, bon, il y a eu, comme vous savez, la décision du Comité européen des droits sociaux sur la France. Et effectivement, d'ailleurs, n'est pas le fait sur des exemples, mais pas d'une manière aussi scientifique. Cette conclusion, c'est il faut faire des recherches de l'évaluation au-delà de ce que prévoient les règles, les dispositions relatives à l'évaluation des politiques publiques où on doit mettre en relation les objectifs et les résultats attendus. Donc il faut qu'il y ait un cadre beaucoup plus exigeant et reprendre le problème à l'envers en quelque sorte, hein, en faisant entrer, et là il faut des recherches, des problèmes. C'est que les recherches universitaires, là je viens d'entendre que effectivement le dernier appel à projet a été fructueux. Trouver des universitaires qui s'appuient, ce genre-là, je vois 2 sœurs très, très actives sur ce sujet-là, il faut se mettre le nez dedans, il faut entrer dans des méthodes qui ne sont pas forcément celles auxquelles on a l'habitude, la pluridisciplinarité, et c'est absolument indispensable. Donc on est au-delà de l'évaluation des politiques publiques, on est effectivement dans une vraie réflexion sur la structure même, la construction même de la règle de droit, et ça c'est la place de la recherche, et les chercheurs doivent soumettre leurs travaux à leur communauté scientifique, et pas simplement restituer des rapports celui qui commandite, enfin qui finance, mais de le faire évaluer leurs propres travaux, leur intérêt, l'intérêt, et puis avec des discussions critiques qui peuvent être accompagnées. Donc, mais il faut impliquer la recherche, et là, dans les facultés de droit, on va le dire clairement, c'est pas trop de la politique. Merci bien. Merci. Merci beaucoup, Evelyne. Oui. De combien? Oh, allez. On a dépassé le crédit de 5-6 minutes. Oh. Allez, ça va. Mais on l'avait intégré, oui, j'avais déjà pris une petite marge. Voilà, en tout cas, merci d'être revenu sur la genèse du plafonnement, puis sur ses effets, et sur aussi, pour terminer, ce qui est évidemment sans doute le plus intéressant, d'une certaine façon, la prise en compte de ces effets par le juge. Voilà.